si les résistants restent en chapelle, nous allons tous disparaître. Je pense que nous ne sommes plus vraiment en démocratie dans ce pays. Le macronisme, c'est la volonté de perpétuer une politique qui a mis la France à genoux. C'est la liquidation de la France. Et je vais être très clair, cet homme mérite la destitution. C'est quelqu'un de dangereux, je l'ai toujours dit. Il est en train de brader, de négocier avec les Allemands le paiement de la force de dissuasion nucléaire. Mais vous vous rendez compte ce que ça représente? C'est le seul atout de la France, il est en train de le liquider. Moi, je veux en finir avec l'Union européenne, je vais être très clair là-dessus. Je pense qu'il y a besoin d'un candidat indépendantiste en 2027. Chez Souverainiste, la course à la présidentielle est lancée. Alors, le premier à avoir annoncé sa candidature est Nicolas Dupont-Aignan, président de Debout la France, que j'ai le plaisir de recevoir à nouveau chez nous. Donc, bonjour monsieur. Nicolas Dupont-Aignan. Alors, vous justifiez votre candidature en employant le terme de déclic. Et je voulais vous interroger sur dans quel état se trouve notre pays, notre démocratie, parce que vous allez jusqu'à parler de non-assistance à peuple en danger. Ce sont des termes assez forts. Oui, je vais être très franc avec vous. Je ne pensais pas repartir si tôt, mais quand j'ai vu depuis quelques mois la dérive autoritaire, autocratique de l'Union européenne, quand j'ai vu, et on en a peu parlé en France, l'annulation du second tour de l'élection en Roumanie, puis l'invalidation du candidat souverainiste, quand j'ai vu la préparation de la guerre par l'Union européenne au moment où on peut saisir la chance de la paix, et quand j'ai vu aussi que les principales forces politiques françaises se taisaient, s'évanouissaient, de peur de déranger le narratif permanent qui nous est donné, je me suis dit que c'était mon devoir de me présenter à nouveau. Voilà. Parce que je pense avoir les idées claires sur le besoin d'un électrochoc démocratique, vraiment. Je pense que nous ne sommes plus vraiment en démocratie dans ce pays, dans notre pays, et un électrochoc indépendantiste, plus que jamais, car j'ai longtemps cru, et je m'en excuse, j'ai longtemps cru qu'on pouvait réformer l'Union européenne, je l'ai plaidé, et puis je me suis aperçu au fil des années que cette structure devenait un danger public pour la France, qu'elle tuait notre pays à petit feu, et que si on ne réagissait pas, c'en serait vraiment fini de la France, transformée en un Länder, un État, voilà, et un État au sens américain du terme. Et donc, et vu l'apathie générale dans notre pays, je me suis dit, allez, il faut y aller, il faut reprendre le combat, il faut présenter un projet solide qui passe par le retour de la démocratie dans notre pays et l'indépendance de la France. Et une fois qu'on aura posé ces deux bases, que je ne vois nulle part ailleurs, parce que si je les voyais dans un autre parti avec un leader charismatique, je ne serais pas candidat. Je l'ai dit, par honnêteté. Mais là, je pense que ces deux préalables sont fondamentaux pour la suite et pour résoudre ensuite les problèmes quotidiens du pays, sécurité, développement économique, reconstruction des services publics, immigration, etc. Mais je vois en fait arriver une présidentielle, un théâtre présidentiel, où les deux questions fondamentales de la démocratie, des libertés et de l'indépendance ne sont pas posées. Or, grosso modo, si on regarde la vie politique française, on propose tous à peu près la même chose en matière de sécurité, d'immigration, de produire en France, enfin du moins dans les intentions. Mais si on ne prend pas la mesure de la fin de notre démocratie et de la fin de notre souveraineté, on ne pourra rien faire. Et donc, voilà, je pense que j'ai une originalité dans cette campagne. Et d'ailleurs, je me réjouis que les sondages commencent à frémir, puisque je suis passé de 2 à 4 en même pas un an. Et il y a 19% des Français dans un sondage IFOP du Figaro, les sondages d'habitude, j'en parle pas parce qu'ils me sont pas très favorables, qui disent qu'ils souhaitent que je sois candidat. Donc, je pense qu'il y a besoin d'un candidat indépendantiste en 2027, avec les idées claires et un vrai projet. Quand vous dites que la démocratie est attaquée, en France, on n'est plus dans un régime démocratique, vous parlez d'autocratique, on n'est plus dans un régime démocratique, vous parlez de régime autocratique, voilà. Une dérive autocratique. Dérive. Parce qu'on n'est pas non plus en dictature.
Je suis pas encore en prison. Ça se matérialise comment? Très simplement, et c'était le discours de Macron il y a 15 jours, qui est tout à fait symbolique, la manipulation permanente de l'opinion par la peur, on l'a vu, comme pendant le Covid, la peur, ensuite l'offensive médiatique qui ose parler d'ingérence contre ceux qui sont sur les réseaux sociaux, mais là, c'est comme ils disent en anglais, un carpet bombing, c'est-à-dire un tapis de bombes médiatiques pour faire croire aux Français que le discours anxiogène est juste. Ensuite, des sondages qui sortent tout de suite pour dire, voyez, les Français sont inquiets de la menace russe, par exemple, étaient inquiets du virus du Covid, voilà. Et puis, ce qui est nouveau, et c'est ça qui m'a décidé, c'est l'apathie des forces politiques qui, en fait, encaissent au Parlement sans bouger. Alors, je ne suis plus député, sinon on m'entendrait, mais c'est fascinant et effrayant de voir que les oppositions, à la suite du discours mensonger, scandaleux, indigne d'Emmanuel Macron sur la menace russe existentielle, n'ont pas déposé une motion de censure dans l'instant, ne votent pas une procédure de destitution. C'est-à-dire que les oppositions n'existent plus. Et ça, c'est malsain. Que le pouvoir fasse ce qu'il fait, on va pas s'étonner que Macron agisse comme ça. On va pas s'étonner que l'extrême centre veuille passer à ce saut fédéral. Mais que les oppositions soient inertes, que M. Mélenchon soit que plus de la Palestine que des Français, que Mme Le Pen ne réagisse en rien, mais c'est ahurissant. Parce que là, j'insiste, et c'est vraiment la raison de ma candidature, je veux me battre totalement pour ouvrir les yeux des Français sur le saut fédéral qui est en route. C'est plus du tout le débat qu'on a eu. J'ai vécu tous les traités. J'ai combattu tous les traités. Donc je connais. Mais c'était un grignotage à chaque traité de notre souveraineté. Là, c'est la liquidation de la France. Partage de la dissuasion nucléaire, passage à une Europe de la défense sous direction de la Commission européenne, interdiction des élections, c'est d'une autre nature. C'est plus du tout la même nature. Et c'est paradoxal que les forces politiques soient apathiques. Et puis les souverainistes sont très divisés. Et moi j'en ai assez, je vous le dis franchement. Donc si je me présente aussi, c'est pour obliger les souverainistes à se regrouper. Et de 20, voilà le 20e numéro de Front Populaire, il est consacré à la question du fascisme. Le mot est utilisé, comme on le sait, à toutes les sauces. Même chose avec extrême droite, avec vichiste, avec pétiniste. On a voulu dans ce numéro réfléchir à la question du qui est fasciste, qui peut être dit d'extrême droite. D'ailleurs, il y a évidemment des contributions formidables qui abordent des questions de l'antisémitisme, du négationnisme. Qui était Le Pen? Est-ce que Jean-Marie Le Pen, c'est Marine Le Pen? Ça permet de remettre les pendules à l'heure pour éviter d'utiliser les mots n'importe comment et faire de telle sorte que s'il y a une menace d'extrême droite et s'il y a une menace fasciste, on puisse la désigner. Quand on voit des fascistes partout, ils ne sont plus nulle part. Et il me semble que la conclusion de cet ouvrage, c'est que s'il y a du danger, c'est peut-être pas forcément sur le côté droit de l'échiquier qu'il faut aller voir, mais qu'il peut y avoir aussi des fascismes rouges. Moi, sur la question de l'apathie des forces politiques, j'ai envie d'élargir un peu et de vous demander si finalement c'est pas aussi les Français qui sont très apathiques, parce que on se souvient, fut une époque pas si lointaine, les Gilets jaunes, que une partie de la France s'était soulevée notamment contre la taxe carbone. Aujourd'hui, vous avez la ZFE, vous avez les problématiques en Ukraine, vous avez les problématiques d'endettement, et pourtant on a l'impression qu'il n'y a pas de grogne sociale très très forte. La dernière, c'était sur les retraites. Il y a une grande résignation, mais il y a une colère sous-jacente, mais elle n'est pas exprimée par des forces politiques qui ont pignon sur rue. À partir du moment où le principal parti d'opposition, les deux principaux partis, en fait, ne parlent pas de ça. LFI d'un côté, qui s'est totalement recroquevillé dans une logique complètement démente, et de l'autre côté, le Rassemblement national qui confond dédiabolisation et normalisation. Et quand deux forces politiques aussi importantes se taisent, comprenez que les Français, et que les médias se taisent, que les syndicats ont disparu, ça fait beaucoup. Et nous sommes un certain nombre de personnalités, j'allais dire, originales, au sens libre, mais nous ne sommes pas nombreux. Alors, il y a tout un tissu de sites internet, de chaînes YouTube, de personnalités, mais qui sont émiettés. Et je suis absolument convaincu qu'il faut regrouper tout ça. Et que c'est mon boulot. Voilà.
C'est mon boulot. Pourquoi? Ça paraît peut-être prétentieux, mais parce que je suis le seul qui peut avoir les signatures pour être candidat. C'est un fait. J'ai tellement labouré notre pays. J'ai passé des journées encore cette semaine, 2 jours dans la Meuse, dans la Marne, à la rencontre des maires, parce que j'ai été maire moi-même. J'espère le redevenir, je ne sais pas, on verra les électeurs. Mais je connais cette fonction de maire, je suis engagé dans la vie locale. Et donc, je pense être capable d'avoir les signatures, même si tout va être fait pour que je ne les ai pas. Et donc, je pense qu'il faut regrouper les souverainistes, il faut un projet d'indépendance nationale qui ne se résume pas, on va en parler sans doute, sur le mot Frexit répété comme des perroquets, parce que ça ne suffit pas. Et je pense que là, le temps est venu. Voilà. Il y a un vide sidéral. Donc, il faut y aller. Il faut ouvrir les yeux des Français. Mais les Français, vous savez, si personne ne leur parle, s'ils n'ont pas accès à un projet alternatif, comment voulez-vous qu'ils réagissent? Ils se sont fait éborgner il y a quelques années. Hein? J'ouvre une parenthèse parce que c'est intéressant ce que vous avez dit. Vous avez parlé de votre ancrage local en tant qu'ancien maire. Est-ce que finalement notre Assemblée nationale n'est pas coupée des citoyens? Si. Est-ce qu'il faudrait revenir au cumul des mandats? Qu'est-ce que vous en pensez? Si, elle est totalement coupée. Alors, cumul et cumul, moi je pense qu'on aurait pu avoir un juste milieu. C'est-à-dire interdire le cumul des rémunérations, plafonner à 100 000 habitants, parce que je pense honnêtement qu'on ne peut pas être maire d'une ville, d'une grande ville et député. C'est-à-dire qu'il aurait fallu renier le cumul des mandats dans ce qu'il y avait d'excessif et de malsain. C'est-à-dire l'accaparement des mandats, vous voyez, des rémunérations. Mais je pense qu'il est évident que moi j'étais député et maire d'une petite ville de 30 000 habitants, c'était tout à fait conciliable. Et en fait, c'est une question de mesure. On est passé d'un excès de cumul à un excès de non-cumul, voilà. Mais c'est beaucoup plus grave que ça. C'est beaucoup plus grave que ça. Et je pense qu'il y a une crise démocratique française, et si vous retrouvez mon discours, j'invite ceux qui nous écoutent à aller le voir sur mon site Debout la France, le 8 mars, j'ai travaillé 1 mois et demi sur ce discours, j'ai pris beaucoup de temps pour essayer d'expliquer ce que je ressentais, c'est que la crise démocratique, elle est tellement plus profonde, elle date du travestissement de la Ve République, elle date du transfert de pouvoir à l'Union européenne, non démocratique, elle date du viol de la souveraineté populaire en 2005, ça va faire 20 ans, elle date du mépris qu'a l'oligarchie pour le peuple français, elle tient aussi à une sorte de résignation de nos compatriotes, qui payent aussi leur résignation. Donc il y a un ensemble de phénomènes très complexes, et je pense que ça passe par un bing-bang. Il faut faire sauter le système, c'est-à-dire, alors j'ai failli mettre dans le livre que j'écris, il est en préparation, je suis en train de l'écrire, mais passer à la 6e République, je sais, bon, je l'ai pas mis finalement, mais c'est une forme de 6e République, c'est-à-dire qu'il faut repartir à l'essence de la 5e. Et j'ai relu le discours du général de Gaulle à Quimper, qui sentait bien après 68 qu'il y avait un problème d'accaparement du pouvoir et de nouvelles sociétés à construire, et il faut vraiment remettre en place une participation collective à l'exercice du pouvoir, et ça passe par le RIC, référendum d'initiative citoyenne, ça passe par un système suisse, et j'y crois beaucoup. Donc vous verrez dans mon projet présidentiel, il y a tout un aspect sur vraiment faire exploser le système politique français et redonner le pouvoir aux Français, sinon on n'y arrivera pas. C'est la participation d'entreprises, c'est le référendum d'initiative citoyenne, c'est une décentralisation complètement réorganisée. Ça passe par là. Parce que vous pouvez lire Monsieur Dupont-Aignan, Monsieur X, Madame Y, s'il y a la même séparation entre les Français et leur gouvernement, on n'arrivera à rien. Donc référendum à outrance, pour forcer les Français aussi à se prendre en main. Mais sinon, ils vont crever. Je leur dis, nous allons crever. Enfin, comme nation libre. Voilà, on sera un parc d'attractions. En fait, ça va être le parc Astérix. Voilà. C'est ça dont est menacée la France. Un parc d'attractions. Voilà. Vous avez parlé d'Europe, d'extrême centre. Vous avez finalement assez peu, vous l'avez quand même mentionné, mais vous avez assez peu parlé d'Emmanuel Macron. Quand vous en parlez, vous employez le terme de haute trahison. Donc, c'est quand même pas rien. C'est un terme qui justifie une peine d'emprisonnement. Donc, quels sont les griefs à son encontre qui justifieraient, selon vous, cette peine d'emprisonnement? Je vais être très clair. Ce que je ne supporte plus, c'est là aussi la démission des forces politiques de notre pays. Cet homme mérite la destitution.
totalement. Mais totalement. Quand on voit son bilan, son attitude, son mépris, ses manipulations, mais c'est gravissime. Regardez ce qui s'est passé quand même. Plus de 1000 milliards de dettes en 7 ans. Ensuite, la liquidation de nos plus belles entreprises. Enfin, l'instrumentalisation de la peur sur le mensonge. Au moment du Covid, le 12 juillet, ça j'oublierai jamais, 2021, il met en place le pass sanitaire sur un mensonge d'État qui a été avoué récemment par le professeur Delfrécy, qui sur France 24, personne n'a noté dans la presse, sur France 24 dit « Dès mars 2021, j'ai prévenu le ministre de la Santé, Delfrécy c'était le président du conseil scientifique, que le vaccin n'empêchait pas du tout la transmission. » Et donc, le narratif d'Emmanuel Macron du 12 juillet, 3 mois après, était faux. Il savait pertinemment que le vaccin n'empêchait pas la transmission. Et donc, pire, il a mis en danger les Français, en les faisant monter dans des avions avec un pass sanitaire alors qu'ils pouvaient transmettre le virus. Donc, vous vous rendez compte, cet homme a menti à la nation, a instrumentalisé une situation, c'est pas une sorte de haute trahison, et rebolote avec la guerre en Ukraine. Alors, on peut CON une fois, on peut être piégé une fois, et beaucoup de Français très légitimement sont fait piéger au moment de la crise Covid, mais on peut pas être piégé 2 fois. Vous vous rendez compte de ce qui est en train de se passer avec cette fausse menace russe, complètement délirante, le kit de survie, mais attention, il est professionnel dans son machiavélisme néfaste. C'est quelqu'un de dangereux. Je l'ai toujours dit. Je l'ai dit au moment de la crise du Covid. Je le répète. Et les forces politiques, rien. Comme si de rien n'était. Il est en train de brader et de négocier avec les Allemands le paiement de la force de dissuasion nucléaire. Monsieur Barrot l'a dit dans une émission. C'est pas moi qui l'invente. Et personne ne dit rien. Mais vous vous rendez compte de ce que ça représente? C'est le seul atout de la France. Il est en train de le liquider. Voilà. Donc, il y a un moment où il faut réagir. Quel est le moyen qu'on a de réagir? Quel est le moyen que j'ai? C'est d'aller devant les Français et de leur dire, plus nous serons nombreux, plus vous serez nombreux à voter pour moi, plus nous aurons une pression pour défendre la souveraineté de la France. Et peut-être pour la rétablir s'il y a un sursaut incroyable. Mais déjà, vous voyez, le sondage, ça vaut ce que ça vaut, mais 3-4%. Moi qui ne passe jamais à la télévision, quasiment pas, à part quelques chaînes, c'est pas mal, c'est beaucoup plus que le Parti communiste, c'est pareil avec un parti. Si nous passons très vite à 5, 6, 7, 8%, si les souverainistes se regroupent et qu'on est à 8%, d'abord, ils seront obligés de nous inviter. Enfin, on pourra remettre sur la table la question de l'Union européenne, de l'appartenance de la France, d'un référendum, d'une reconstruction européenne, d'une Europe des nations, de la liberté de la France. C'est ça mon objectif. En fait, moi je conçois ma candidature, je vais vous le dire très clairement, il faut toujours dire la vérité, je conçois ma candidature en 2 phases. Et pourquoi je suis parti tôt? Première phase, là, dans les 6 mois qui viennent, je veux que les souverainistes reprennent espoir. Et si nous montons au-dessus de 5, très vite dans les sondages, nous aurons le droit à la parole. Ils ne pourront pas nous censurer. Et s'ils ne peuvent pas nous censurer, on pourra parler aux 32% de Français qui ne supportent plus l'Union européenne. On pourra ouvrir le débat. Et les partis qui ont disparu, qui ne défendent plus leurs convictions, parce qu'elles pensent que c'est comme ça qu'elles vont gagner, qu'ils vont gagner, elles seront bien obligées de remettre sur la table la question fondamentale. Est-ce qu'on continue à obéir à l'Union européenne ou est-ce qu'on s'en échappe? Comment on s'en échappe? Ça, c'est le débat fondamental. C'est la clé de tout. Ça vous a surpris que ce débat ne soit pas ouvert lors des dernières européennes? Non, il n'a pas été ouvert pour 2 raisons. Je voulais y aller, moi, mais j'ai pas réussi à faire l'union. Voilà. Il n'a pas été ouvert par la faute des souverainistes qui se sont divisés. Vous imaginez, il y a eu 2 listes. La liste d'Assino, la liste de Philippot, chacun 1%. Il faut rajouter la liste de Georges Klimanovic, oui, pardonnez-moi. Excusez-moi. Vous vous rendez compte, le ridicule de la situation. Moi, j'ai tout essayé. L'un ne veut pas travailler avec l'autre, le troisième ne veut pas travailler avec le deuxième, etc. Infernal. Alors, je reconnais, parce que je ne veux pas mentir, que Florian Philippot était d'accord pour travailler avec moi. Il faut être honnête. Mais j'ai abandonné, c'est vrai, et il en a été un peu mari,
mais parce que on ne pouvait pas y aller à deux si François Asselineau était de son côté et Kuzmanovic de l'autre. C'est impossible. Or, la présidentielle, c'est le moyen de faire exploser tout ça. Et je lance un appel aux patriotes, entre guillemets, c'est pas seulement les patriotes de Florian Philippot, mais aux amoureux de la France, qu'ils soient chez l'un, chez l'autre, j'en ai rien à faire. Rassemblons-nous, aidez-moi. J'ai aucune visée de boutique. Debout la France n'a pas vocation à être le réceptacle de tout, du tout. Moi, je suis issu de Debout la France. Ça m'aide, bien évidemment, et je remercie tous les militants de Debout la France, mais il faut qu'il y ait des militants d'Asselineau, de patriotes, de Kuzmanovic, de partout, des non-inscrits. C'est la condition de tout. Si les résistants restent en chapelle, nous allons tous disparaître. C'est ce qui s'est passé aux Européens. Ajoutez à cela Jordan Bardella qui n'a plus de projet d'indépendance nationale. Mais c'est son choix, je peux le comprendre, son choix. C'est le choix des LR d'il y a une certaine époque. Faire croire que parce qu'on va avoir 10 députés de plus au Parlement européen, tout va changer. Oui, c'est bien, c'est mieux que rien. Mais ça suffit pas. Surtout quand on est allié à des gens qui sont fondamentalement veulent garder l'Union européenne telle qu'elle est. Je reviens sur les souverainistes. 2 remarques. La première, c'est qu'est-ce que vous pouvez répondre aux militants qui peuvent être un petit peu... on parlait d'apathie tout à l'heure par rapport aux citoyens français, mais pas les militants souverainistes, ils sont pas apathiques. Non, mais vous allez voir dans ce que je veux dire, dans le sens qu'ils n'y croient plus. Ils ne croient plus forcément au rassemblement, parce que, je veux dire, allez, ça fait des années que ces mouvements existent et des années qu'ils ne s'entendent pas. Ça, première remarque. Donc, qu'est-ce que vous pouvez leur répondre? Deuxième remarque, est-ce que vous négligez pas également le projet présidentiel porté par ces souverainistes, notamment d'un point de vue purement programmatique? Que pensent ces gens-là de la France? Ces gens-là, je vous inclus, mais il n'y a pas de côté péjoratif, mais quelles sont vos propositions pour la France passer le Frexit? Tout à fait. Là-dessus, il y a quand même une sorte d'inconnu qui fait que la crédibilité des souverainistes est parfois un petit peu engagée. Alors, vous avez raison. Il y a 2 blocages. Enfin, il y a 3 blocages, si on essaye d'analyser objectivement. Il y a d'abord le blocage de personnalités qui ont des égos. Et on pourrait dire, on a compris. Mais moi, j'avais toujours dit, en 2022, nous avons déjeuné Florian Philippot, François Asselineau, à l'époque, et j'avais dit, si j'ai pas mes parrainages, je soutiendrai l'un des autres. Florian Philippot m'a soutenu quand j'ai eu mes parrainages, mais François Asselineau a disparu. Donc, j'ai envie de dire à François Asselineau, qui a des brillantes analyses, de grâce, voilà, mettons les égos de côté. Et puis, je tends la main aussi de l'autre bord, si je puis dire. Premier point. Il y a ensuite une légitime inquiétude de certains souverainistes sur mon projet politique vis-à-vis de l'Union européenne. Puisque je toujours dit, et j'y viendrai, que sur le Frexit, je pensais que c'était un moyen, mais pas un objectif en soi. Pour moi, l'objectif, c'est l'indépendance nationale, et après, il y a plusieurs moyens, dont le Frexit, que je n'exclus pas. Mais je privilégie une autre solution avant le Frexit. Et comme Florian Philippot et François Asselineau sont en compétition politique pour, si j'allais dire, récupérer le Frexit et l'incarner, eh bien, ils ont tendance à me critiquer en disant, voyez, lui, c'est pas un pur de pur, il n'est pas Frexit à fond, voilà. Et ça, j'ai besoin d'expliquer pour rassurer leurs troupes. Et puis, il y a un troisième point que vous soulevez, c'est une fois qu'on a restauré l'indépendance nationale, on restaure l'indépendance pour quoi faire? Pour quelle société? Est-ce que c'est un calque du programme du Rassemblement national? Est-ce que c'est un calque d'un programme de gauche? Est-ce que c'est un calque d'un programme gaullien? Et c'est là où vous allez voir, je vais proposer un projet, je pense, de rassemblement gaullien avec des thèmes très forts sur une société de dignité de l'homme, de respect, avec la participation, donc un électrochoc démocratique, une politique de puissance économique, parce que s'il n'y a pas une politique de puissance économique, il n'y aura pas un partage social, et une politique de partage social, parce que je persiste que le trou noir de la politique française aujourd'hui, c'est qu'il n'y a plus aucune ambition sociale, même à gauche, puisque l'ambition écologiste a remplacé l'ambition sociale. Et donc, quelle vision on a du logement, quelle vision on a des services publics, comment on finance tout ça,
Et ça, vous allez voir que j'aurai un projet très solide là-dessus, capable, j'espère, de rassembler des Français d'origines politiques différentes. Parce que l'enjeu, là, on doit faire ce qu'a fait le Conseil national de la résistance. C'est ça l'enjeu. Et vous voyez, rude tâche. Réconcilier les chefs, j'y arriverai jamais. J'ai abandonné. Donc on va passer au-dessus. Et je dis aux militants, gardez vos partis, gardez vos chefs, gardez votre... Mais l'un ne va pas sans une capacité de rassemblement autour d'un candidat à la présidentielle, qui, je crois, a les idées claires. Voilà. Et les autres aussi ont des idées claires. Ils ne sont pas en position d'être candidats. Qui m'aident à l'être. Et puis peut-être que la fois d'après, ils seront en position, et puis moi, je les aiderai, parce que je serai trop vieux, ou je serai élu. Voilà. Donc, c'est maintenant ou jamais. Voilà. Avant d'aborder l'international, je voudrais juste quand même qu'on parle d'un sujet qui fait l'actualité, c'est les fameux ZFE. Il y a une colère, on parlait de colère qui gronde tout à l'heure, justement, elle est incarnée par ces acronymes ZFE, DPE, ZAN, autant de dispositifs contraignants au nom de l'écologie. Quel regard vous portez dessus, et notamment aussi sur la question écologique, qui est une question, on va dire, traitée étrangement par les souverainistes? Moi, ma position est très claire. Il faut supprimer ces dispositifs. D'abord parce qu'ils ne sont pas écologiques, fondamentalement. Donc c'est une immense mystification. Il faut les supprimer, c'est de la ségrégation sociale, c'est du mépris oligarchique, et en plus c'est inefficace. Donc c'est même pas les adapter. Je vois qu'on essaye de les corriger, non, il faut les supprimer. DPE, ZFE et ZAN. Il faut supprimer tout ça. Il faut ensuite repartir d'une vision générale sur l'affaire des émissions de gaz à effet de serre. Il faut arrêter l'escroquerie. La France est le pays le plus exemplaire des nations industrialisées. Et moi, j'estime qu'il faut arrêter l'objectif de baisse pour la France tant que nos voisins ne nous ont pas rattrapés. Parce que si vous regardez, ce qui est scandaleux dans l'affaire du calcul de baisse de 55% depuis 1990, c'est qu'en 1990, nous sommes beaucoup plus bas que nos concurrents, allemands, italiens, anglais, polonais encore plus. Ce qui fait qu'on nous demande de baisser de 55% par rapport à un niveau d'émission de gaz à effet de serre très faible. Eux sont très hauts, donc c'est très simple de baisser. Et nous, on nous fait baisser en touchant le dur, c'est-à-dire en fait en nous obligeant à fermer l'industrie française. Et d'ailleurs, on a tenu nos objectifs parce qu'on a supprimé l'industrie française. Réduit de moitié quand même. 20% du PIB, 9%. Donc, c'est quand même insensé de se dire qu'on s'auto-flagelle alors que nous sommes les meilleurs. Le jour où les Allemands, les Polonais seront au niveau des gaz à émissions d'effet de serre de la France, on reprendra le chemin avec eux. Premier point. Ça, c'est ma ligne. Donc, on peut économiser, sur le budget de l'État, il y a 40 milliards dépensés, on pourrait en supprimer 20 milliards. Donc, déjà, on réduit notre déficit et on arrête les mesures de sabotage de notre pays. Pour autant, je vous dis attention, ce n'est pas parce que sur le gaz à effet de serre, on prend des mesures réalistes qu'on doit abandonner toute ambition environnementale. Et moi, je voudrais réorienter l'ambition environnementale et écologique sur la santé humaine. Parce que le grand danger aujourd'hui, c'est que comme les écolos, les Verts et les socialistes et les En Marche ont été trop loin sur les affaires de gaz à effet de serre et sur cette écologie punitive, c'est qu'on jette le bébé avec l'eau du bain. C'est-à-dire que tout ce qui est écologique, c'est mal. C'est pas vrai. Sur la santé humaine, sur les cancers, sur plein de domaines, je pense qu'on peut progresser. La biodiversité, les océans, le continent plastique, j'ai fait un rapport là-dessus. Et donc, moi, je ne veux pas partir d'un excès à l'autre et balayer tout ce qui est écolo parce que je pense qu'il y a une obligation. En revanche, l'écologie du fric, l'écologie punitive, l'écologie des lobbies, il faut la balayer. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut tout abandonner. Et ça, c'est très difficile politiquement à tenir comme ligne. Parce que je vois qu'en ce moment, il y a une tendance à tout balayer. Il faut, je pense, et vous l'avez déjà sur notre site internet, mais on est en train de l'améliorer, ça va être actualisé,
Je pense qu'il faut arrêter l'écologie punitive et l'écologie suicidaire, et qu'il faut en revanche réorienter l'écologie sur la santé de l'homme. Et lutter contre les conflits d'intérêts de l'industrie pharmaceutique, et lutter contre beaucoup de choses qui sont très dangereuses pour l'homme, sur l'alimentation, etc. Et ce que fait Kennedy, que j'admire beaucoup aux États-Unis, et je sais qu'il est très critiqué parce qu'il est sali de manière lamentable, peut être très intéressant. Très intéressant. Enfin, lutter contre les deux lobbies de l'industrie pharmaceutique et de l'industrie agroalimentaire qui sont extrêmement dangereux pour la santé humaine. Et d'ailleurs, le paradoxe des écolos, c'est qu'ils nous précipitent vers une écologie complètement débile, et ils oublient totalement les vrais enjeux écologiques. Donc moi, je voudrais pas qu'on parte dans une espèce d'embardée où tout ce qui concerne la santé de l'homme soit abandonné. Alors, je vous propose maintenant Mais est-ce que c'est compréhensible ? C'est très difficile d'être nuancé sur un sujet dans notre pays aujourd'hui. Je vous propose d'être sur un sujet où la nuance est peut-être encore plus difficile, l'aspect international, notamment la question ukrainienne. Première question, c'est sur la remilitarisation de la France, je vais y arriver. Est-ce que vous êtes favorable à ce qu'on augmente les crédits de l'armée, sachant qu'on distribue des milliards à l'Ukraine, qu'on est lourdement endetté, donc il paraît qu'il n'y a pas d'argent magique, mais enfin, il semblerait que ce soit le cas. Est-ce qu'il faut continuer à investir dans l'armement français ou pas ? Alors, il faut continuer à investir, il faut légèrement augmenter. Moi, j'ai proposé toujours 2,5%. Je pense qu'au-delà de 2,5%, nous n'avons pas les moyens. Il y a aussi des moyens publics à mettre dans l'hôpital, dans les universités, dans la science. Donc le délire de militarisation d'aujourd'hui me paraît excessif, d'autant que la France a la chance d'avoir l'assurance vie de la force de dissuasion nucléaire. Donc, nous avons, alors là, vous pouvez aller sur notre site internet, on a entièrement réécrit notre cahier défense, où je pense avoir été clair, je l'ai écrit moi-même avec des généraux, des militaires, et parfois on a débattu entre nous. Moi, j'ai dit qu'il fallait rester sur la ligne gaullienne, une force de dissuasion crédibilisée, mais que pour le territoire national, avec notamment des missiles hypersoniques qu'il faut améliorer, des missiles tactiques si nous avons un conflit en Méditerranée, bref, il faut la crédibiliser, investir beaucoup dans notre force de dissuasion nucléaire parce que c'est notre assurance vie. Il faut investir dans notre marine, qui est sous-dotée, de manière à avoir notre influence mondiale et préserver nos approvisionnements et être présent dans nos territoires d'outre-mer. Et il faut investir dans le cyber et l'espace et les drones. En revanche, je suis hostile à cette espèce de délire qui est beaucoup poussé aussi par les industries d'armement et par certains généraux, de vouloir être une puissance de haute intensité en Europe centrale. Je pense que nous n'en avons pas les moyens et que c'est inutile. Si on a une stratégie de défense gaullienne qui est là pour défendre la France, on n'est pas chargé de payer pour l'Allemagne, la Pologne et les autres pays. Non, mais ça peut être une arme de négociation avec ces pays-là, justement. On n'est pas chargé. Alors moi, je ne suis pas, à la différence d'Éric Zemmour, je ne veux pas reproduire le schéma napoléonien. Voilà. Je suis gaullien. Et De Gaulle, c'est la grande différence entre le patriotisme et le nationalisme. Moi, j'estime que la France n'a ni les moyens, ni la volonté, ni l'intérêt de jouer le gendarme de l'Europe. Faisons déjà le ménage chez nous. Rétablissons l'ordre. Luttons contre les narcotrafiquants. Reconstruisons notre État. Assainissons nos comptes avant de faire les malins dans toute l'Europe. D'abord parce que, Salvini l'a très bien dit, certains pays n'ont pas du tout envie d'avoir un Emmanuel Macron qui appuie sur le bouton nucléaire pour les défendre. Deuxièmement, nous n'avons pas les mêmes intérêts. Il faut oser le dire. Troisièmement, ils ont profité d'une défense gratuite américaine pendant des années avec un avantage compétitif considérable, parce que quand les Espagnols, les Italiens, les Allemands, les Hollandais, pas les Polonais maintenant, mais dépensaient 1% du PIB en défense et nous 2,5%, eh bien les 1,5%, ils les mettaient où ? Dans leur industrie. Et donc, si nous avons l'effondrement industriel qu'on a aujourd'hui, c'est parce que nous avons eu une concurrence déloyale de nos voisins. Et donc, il n'y a aucune raison qu'on leur paye la défense en remplacement des Américains. Voilà. Donc, moi, je ne suis pas du tout d'accord avec cette espèce de logique de mode qu'annonce tout le monde sur les plateaux télé. Parce que, oui, une défense forte,
oui, un respect pour nos militaires, oui, 2,5%, ce qui représenterait quand même une sacrée augmentation, mais de là à passer à 3 ou 5, on est dans le délire complet. Voilà, on est dans des effets de manche. Le plus grave, c'est ce que prépare la Commission en matière de défense. C'est monstrueux. Parce que c'est, à terme, l'envoi de nos enfants sur des théâtres d'opération. Et je prends l'exemple de l'Irak. Avec Emmanuel Macron, eh bien, la Commission de Bruxelles aurait pu décider au moment de la guerre d'Irak, de contredire Jacques Chirac et Dominique de Villepin, de dire non, vous pouvez penser tout ça, mais à une majorité, nous avons décidé d'envoyer vos enfants en Irak. Et nous aurions eu des gamins français qui se fassent tuer en Irak pour faire plaisir à Aznar et Blair. Mais on est chez les fous. Mais je ne sais pas si les Français réalisent ce que veut dire Europe de la défense. Europe de la défense, ça veut dire qu'une majorité de pays peuvent envoyer nos enfants à la mort pour des conflits qui ne sont pas les nôtres. Et ben moi, je l'accepte pas. C'est peut-être, vous me posiez la question au début sur ma candidature à la présidentielle, c'est peut-être un des motifs essentiels qui m'a décidé à y aller. Mais finalement, cette contrainte-là, elle existe déjà avec l'OTAN. Non, parce qu'avec l'OTAN, n'oubliez pas, enfin oui, quand on n'était pas dans le commandement militaire intégré de l'OTAN, on avait la liberté. Il y a l'article 5, mais l'OTAN est une organisation intergouvernementale, pas une organisation intégrée. Et donc, on a toujours notre libre manœuvre. En revanche, et je l'avais dit en 2009, quand Sarkozy a voulu rentrer dans le commandement militaire intégré de l'OTAN, hein, j'ai voté contre, et je l'avais dit. On nous avait expliqué qu'on serait très puissant dans l'OTAN, que ce serait formidable, tu parles. Ça a été la disparition de la France comme politique étrangère indépendante. Moi, alors là, c'est très clair. Je veux renouer avec une politique de défense et une politique étrangère indépendante. C'est aux autres pays d'organiser leur défense. C'est pas à nous de la payer, ni de la décider, ni de se mettre dans un espèce de table ronde. Alors en revanche, il peut y avoir quelques coopérations, voilà. Mais enfin, quand vous voyez que le Danemark, qui est attaqué, entre guillemets, sur le Groenland, les Allemands qui font des grands moulinets, confirment les achats de F-35 américains, l'Europe de la défense, elle n'est pas pour demain matin. L'Europe de la défense, je sais très bien ce que c'est. C'est l'argent des Européens et donc des Français pour acheter du matériel américain, sous décision américaine, pour faire des guerres qui ne sont pas les nôtres. C'est intéressant, vous avez mentionné Nicolas. Et là, je suis le seul, hein, pardonnez-moi. Parce que quand j'écoute chez Reconquête, au RN et chez les autres, peut-être Mélenchon d'ailleurs, qui a l'esprit paradoxalement le plus clair là-dessus. Vous avez évoqué à l'instant Nicolas Sarkozy. Moi, ça m'intéresse d'avoir votre regard là-dessus. Vous qui avez été dans la majorité de Nicolas Sarkozy à l'époque. Oui, enfin dans la majorité, Trublion. Hein. Trublion, certes. Mais en tout cas, vous l'avez vécu de l'intérieur. Oui. Quelle est la part de responsabilité historique de Nicolas Sarkozy dans ce qu'il advient de la France 10, 15 ans plus tard? Ah mais Nicolas Sarkozy, je l'ai toujours dit, était un atlantiste, européiste, avec un vernis volontariste, voilà. Mais d'ailleurs, s'il s'entend si bien avec Emmanuel Macron, mais ils gouvernent ensemble, tous ces gens-là. Ils ont gouverné séparément en alternance pendant 30 ans. Et quand ils ont vu qu'ils allaient être battus, chacun dans leur camp politique, l'un par la France Insoumise remodelée, l'autre par le Rassemblement National, ils se sont mis ensemble. C'est ça le macronisme. Le macronisme, c'est la volonté de perpétuer une politique qui a mis la France à genoux. Et le macronisme, deuxième phase, c'est de liquider la France. Et c'est là, en ce moment. Et la myopie générale, parce qu'en fait, vous savez, les gens ne croient jamais au pire. Les gens ne croient jamais au pire. Moi, j'avais un grand-père qui était un des premiers aviateurs de la guerre de 14, qui a été résistant pendant la guerre de 40, et qui m'expliquait, bon, il est mort quand j'étais très jeune, mais j'avais 13 ans, donc je m'en souviens, et qui m'expliquait que pendant toutes les 36, 37, 38, 39, 40, et même 41, il ne cessait d'alerter en voyant venir la catastrophe. Et on lui disait, mais t'es un Cassandre. Voilà, parce que l'être humain ne veut jamais voir le pire. Mais d'ailleurs, les Français ont accepté d'être enfermés. Pendant la crise Covid, on était combien à dénoncer le confinement, à dénoncer combien? Donc notre boulot, là, maintenant, c'est de réveiller. Alors la grande différence, c'est pour ça que je pense que les Français peuvent se réveiller.
Et c'est pour ça que je dis aux souverainistes, arrêtez de rester chacun dans votre coin, dans une démarche en fait victimaire et négative. Là, la grande différence avec avant, c'est que les Français vont commencer à payer très cher les politiques. Nous, on a vu venir. Mais l'assistanat général, les crédits publics, le déversement de dettes sur le corps social a anesthésié. Mais maintenant, l'heure de l'addition arrive. Et c'est pourquoi il organise le traumatisme de la guerre, de la menace russe. C'est parce qu'il sait très bien qu'on est au bord d'une faillite financière. Vous savez, ça peut venir dans les 8 jours qui viennent ou dans les 2 ans qui viennent. C'est-à-dire qu'un jour, la dette de la France sera plus placée. On fait quoi? Eh bien là, je vais vous dire ce qu'il prévoit. C'est écrit. Il va nous expliquer, mais que les épargnants français doivent faire un effort pour la patrie. Qu'on va saisir une partie de l'épargne, Ce qui s'est passé à Chypre peut se passer demain en France. Et quand je dis ça, les gens ouvrent les yeux. Pourquoi Madame Lagarde accélère l'euro numérique pour l'automne, à votre avis? Allez-y. Pourquoi? C'est moi qui pose des questions, donc je n'ai pas les réponses. Parce que avec l'euro numérique, c'est la saisie sur les comptes bancaires de l'argent de votre salaire. S'il y a l'euro numérique, votre salaire n'est plus dans votre banque, il est à l'État. Si Madame Lagarde, s'il y a un Conseil européen qui dit mais la France n'est plus solvable, place plus la dette, la Banque centrale veut bien racheter de la dette française, mais il faut quand même que les épargnants français fassent un geste. Eh bien, on vous expliquera que pour la défense de la nation, l'armement de l'Europe, il faut que les épargnants français donnent 2% de leur assurance vie. Monsieur Minc l'a formalisé. Il a parlé d'un emprunt forcé représentant la moitié de l'impôt sur le revenu payé dans l'année. C'est pas du fantasme. Mais ça, quand on en parle, personne ne vous croit. Mais ça va venir. Donc il faut que les Français là se réveillent avant qu'il soit trop tard. Et c'est là où les souverainistes doivent s'unir pour m'aider à porter cette voix et à présenter un projet de redressement national et d'indépendance et de liberté. Les deux vont ensemble, la liberté des Français et la liberté de la nation. Les deux vont ensemble. Et là, les Français vont commencer à s'en apercevoir très vite, dans les mois qui viennent. Mais ils vont essayer évidemment de délayer jusqu'en 2017 pour pas qu'il y ait ce débat. Et de serrer la vis après. C'est insupportable pour moi d'entendre Emmanuel Macron manipuler l'opinion comme ça. Mais Trump a compris ce que ces âmes de dirigeants européens n'ont toujours pas compris. C'est qu'il n'y a aucun avenir pour l'Occident s'il n'y a pas des terres rares, ni de l'Afrique, ni de la Russie, ni de la Chine. Ils n'ont rien compris. C'est un suicide collectif européen. Islamisme au Moyen-Orient, une Chine surpuissante qui maîtrise toutes les ressources avec la Russie, et des États-Unis qui décident de tout. Voilà le monde qu'on nous prépare. C'est ça pour moi le gaullisme, le patriotisme humaniste, l'esprit de résistance, le fait que jamais rien n'est perdu. Moi je veux en finir avec l'Union européenne, je vais être très clair là-dessus.